une toute petite remarque concernant le cours. Alors, le cours, vous avez tous les supports de cours ici, au niveau de votre classroom. Là, vous avez le support de cours. Vous avez le cours SQL et PL/SQL. Donc, si vous accédez à ce dossier Drive, vous allez trouver 2 supports de cours. Il y a le premier support de cours, cours 1, dans lequel, vous avez SQL et PLSQL. Donc si on accède à SQL, on va trouver le chapitre 1 LDD, 2 LMD et 3 LID. C'est le cours, en fait, de madame Inès Barghouti, celui qui est en bleu. Il y a le bleu qui est dominant. Ensuite, si on retourne, nous avons là le cours 2, dans lequel vous avez, ben, toute la partie SQL qui est, dans un seul niveau de cours. Il y a juste un seul support pour tous les chapitres et le cours PLSQL. D'accord? Donc juste, ça, c'est une remarque par rapport au support de cours. Donc vous avez accès à tous les supports de cours. Ben, donc ça concerne les supports de cours. Donc nous, on va continuer sur le chapitre LDD, donc langage de définition de données. Au niveau de ce chapitre, qu'est-ce que nous avons déjà vu? Nous avons vu comment on crée une table, comment on modifie une table, comment on supprime une table, on a vu comment on rajoute des contraintes lors de la création ou même après la création, comment on ajoute des colonnes, on supprime des colonnes, tout ça. Donc ça concerne l'objet table. Aujourd'hui, on va voir d'autres objets. On va voir l'objet synonyme, l'objet séquence, l'objet index et l'objet vue. Donc, ce sont 4 autres objets de la base de données qu'on va créer, qu'on va manipuler, qu'on va utiliser. Ben, on va pas commencer par l'ordre du cours, mais on va commencer par l'objet synonyme, qui est un objet très simple à utiliser. Excusez-moi. Donc, si vous venez là, normalement, vous avez le tuto LDD. Vous pouvez suivre avec moi donc les exemples du cours. Ben, alors, on commence par les synonymes. C'est quoi ces synonymes? Les synonymes sont des alias qu'on va créer sur un objet de la base de données. On peut créer un alias sur une table, on peut créer un alias sur une vue, on peut créer un alias sur un index. Donc, un alias, ça nous sert à faire quoi? En fait, il va avoir à peu près le même rôle que les alias que nous avons vus dans une requête SQL. Rappelez-vous, on a vu des alias qu'on peut donner aux tables. Par exemple, lorsqu'on fait une jointure, on utilise l'alias de la table. Par exemple, select étoile from employees E, join jobs J. E et J, ce sont 2 alias de la table, respectivement employees et jobs, qui vont nous permettre de ne pas réécrire le nom de toute la table, tout le nom de la table. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer en fait un synonyme, mais un synonyme qui a une portée encore plus grande que les synonymes que les alias que nous avons utilisés au niveau d'une requête SQL. Nous avons aussi, donné des alias aux colonnes. Rappelez-vous, aux colonnes d'une requête SQL avec le mot-clé as. Donc là, le synonyme reprend la même utilisation que ces alias-là, mais c'est quoi la particularité? C'est qu'un synonyme, c'est un objet de la base. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, qui va être stocké au niveau de notre serveur de base de données et qu'on pourra supprimer quand on veut. Donc c'est comme si on allait créer un alias permanent, un alias qu'on pourra toujours utiliser. Beh, alors, vous allez me dire, mais pourquoi on va utiliser des alias permanents? C'est quoi l'intérêt? Alors, il y a 2 intérêts majeurs pour les synonymes. Bah, le premier intérêt majeur, c'est lorsqu'on veut cacher, donc c'est, un besoin de sécurité. Lorsqu'on veut cacher le vrai nom, d'un objet. On veut cacher, par exemple, le vrai nom de la table. On veut cacher le nom de l'utilisateur qui a créé la table aussi. Tout ça, on peut le faire via un synonyme.
Donc comme ça, si par exemple, nous avons créé une table avec le user EA. Donc nous avons un user dans notre base de données qui s'appelle EA. Alors dans ce user, nous avons créé une table qui est très importante pour nous, c'est la table des taxes. Donc pour accéder à cette table, il faut taper EA.tax pour accéder à toute la table. Donc pour Et nous avons donc un stagiaire que nous avons recruté, qui va travailler avec nous quelques semaines et partir. On ne veut pas que le stagiaire sache que, cette table taxe a été créée avec, donc le user EA, le schéma EA. Donc ce qu'on va faire, on va lui faire un synonyme sur cette table et donner à ce petit stagiaire, juste le nom du synonyme. Il travaillera avec le synonyme, comme ça il ne saura pas quel est le vrai nom de la table et le nom de l'utilisateur qui a créé la table. Ça, c'est un premier besoin. Alors, nous avons aussi un deuxième besoin, c'est lorsque le nom de la table est compliqué. Lorsque le nom de la table est compliqué à écrire, on peut penser déjà à la table Job History, dont le nom est assez long. Ce qu'on peut faire pour simplifier les choses, simplifier les requêtes, simplifier les écritures, au lieu d'appeler la table par son nom, qui est long et compliqué, on va créer un synonyme qui va nous simplifier l'interrogation et la mise à jour de cette table. Donc, au lieu d'utiliser son vrai nom, on utilisera un synonyme qui est plus court et plus simple à écrire. Donc ça, c'est en gros les 2 grands besoins qui feront que, nous créerons des synonymes. Beh, alors les synonymes, nous avons 2 petits types de synonymes. Nous avons ce qu'on appelle les synonymes publics et les synonymes privés. Les synonymes publics sont des synonymes qui sont accessibles par n'importe quel utilisateur. Ils sont créés par un utilisateur et ils sont, accessibles par n'importe quel autre utilisateur. Ça, ce sont les synonymes publics. Alors, sinon, nous avons ce qu'on appelle les synonymes privés. Ce sont des synonymes qui sont créés par un utilisateur et qui ne sont pas facilement accessibles par les autres utilisateurs. On va voir ça via des exemples. Avant ça, je vais juste vous montrer la syntaxe de la création, mise à jour et suppression. Pour créer un synonyme, il faut juste écrire le mot-clé create, le mot-clé synonyme, le nom du synonyme, le mot-clé for. Ensuite, on écrit l'objet pour lequel on va créer le synonyme. Ben, ça, c'est la forme la plus basique. Ensuite, si nous voulons créer un public synonyme, on va rajouter le mot-clé public. Ce schéma, je vais vous le montrer après. Parce que des fois, nous voulons accéder à un objet qu'on ne possède pas, donc qui est créé par un autre utilisateur. Pour accéder à un objet qu'on ne possède pas, on écrit le nom de l'utilisateur et ensuite le nom de l'objet, comme c'est le cas pour la table taxe de et à tout à l'heure. Alors, pour la mise à jour d'un synonyme, nous n'avons pas le mot-clé alter. Rappelez-vous, au niveau du langage LDD, nous avons le create pour créer un objet, le alter pour modifier un objet et le drop pour supprimer un objet. Pour le cas des synonymes, la création se fait avec un create, la mise à jour se fait avec un create or replace. Et la suppression se fait avec un drop synonyme. Donc là, on va voir des exemples. Donc on va vers le fichier que je vous ai envoyé. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais travailler sur SQL+, qui est plus simple, à manipuler pour ces exemples de synonymes. Alors, on va se connecter avec HR et on va créer un synonyme. Alors, create or replace permet soit de créer le synonyme s'il n'existe pas, soit de le remplacer s'il existe. Donc, on peut carrément démarrer avec create or replace. C'est pas faux. Ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé un synonyme pour la table Job History du user HR. Ce synonyme-là, on l'a appelé JH. Et c'est un synonyme privé. Ce n'est pas un synonyme public. On n'a pas rajouté le mot-clé public. Donc ici, on va tester notre synonyme avec un petit desk JH. Voilà.
Ça donne absolument la même chose que si on avait fait, par exemple, desk, job, j'y arrive, history, voilà. Là, ça donne absolument la même chose parce que c'est comme si on appelait la table job history. D'accord? C'est juste un synonyme pour simplifier les choses. On peut faire un select étoile from JH. Ça va afficher la même chose, donc le même contenu que job history puisque c'est table job history en fait. Au lieu de l'appeler job history, on l'a appelé JH. D'accord? Donc ça, c'est pour le synonyme. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter avec l'utilisateur système et on va essayer d'utiliser ce synonyme. On va voir si un autre utilisateur peut utiliser un synonyme créé par un autre utilisateur. Donc, on se connecte. Alors, ici, on peut se connecter avec le mot-clé connect ou avec juste con. C'est kiff kiff. Donc, là, on va faire la manipulation, on va refaire le desk JH. Il va nous dire objet inexistant. Pourquoi objet inexistant? Parce que au niveau du schéma système, il n'y a pas un objet qui s'appelle JH. JH a été créé pour le schéma ou pour le user. On va confondre. Ici, on va confondre le mot schéma et user. Pour nous, pour l'instant, ils veulent dire la même chose. D'accord? Donc, au niveau l'objet JH a été créé au niveau du schéma HR, au niveau de l'utilisateur HR. Et donc, là, le système ne peut pas accéder à JH comme ça, directement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à JH? En fait, il faut le préfixer du nom du schéma. Donc ici, on va mettre un hr.jh. Voilà, on y accède. Vous voyez, on accède à JH. Pourquoi? Parce qu'on l'a préfixé du nom de son user, du nom du schéma avec lequel il a été créé. D'ailleurs, si on fait ça, desk job history, on ne pourra pas le faire aussi. C'est la même chose. Parce que job history, c'est une table qui existe au niveau du schéma HR. Système ne peut pas accéder directement. Il faut qu'il préfixe job history par le nom de son créateur, qui est HR, donc hr.jobhistory, et on arrive à accéder à job history. D'accord? Ben. Donc ça, c'est une première remarque concernant le synonyme. Oui, Maloua, vas-y. Madame, Oui. alors le système, c'est quoi l'accès? Qu'est-ce qu'il a comme Table. oui, Oui, je te montre. Aïe. Là, c'est tout ce qu'il a comme table. Ça va s'arrêter bientôt, j'espère. Ce sont les tables système. Voilà. Il a 138 tables, table name. Donc, on va faire un select table name, comme ça, c'est plus lisible. Là, ce sont toutes les tables de l'utilisateur système. Ce sont des tables système qui gèrent les vues, qui gèrent les utilisateurs, qui gèrent beaucoup de choses. Voilà. Mais il n'a pas de table prédéfinie comme utilisateur HR pour la manipulation des données. Et ce n'est pas un utilisateur qui est créé pour, disons, c'est un utilisateur qui est créé pour gérer la base de données et non pas pour gérer l'aspect sécurité de la base de données et administration de la base de données. Il n'est pas vraiment créé pour insérer des données, supprimer des données. Ça, c'est pour les simples utilisateurs. Mais c'est lui qui, par exemple, gère les utilisateurs, qui leur donne des privilèges, leur donne des droits d'accès, tout ça. Et lui, c'est ça son rôle, un système. C'est pour ça qu'au niveau des tables, vous voyez des tables qui sont bizarres par rapport aux tables que vous connaissez déjà.
Vous voyez? Ben, madame, donc, oui, Hossein, dis-moi, احنا عملنا اكسي بالسيستم. en français, يا vas-y. اخي Oui? يا اخي معناها باغ ديفو سينونيم بابليك. Non, je vous ai dit que par défaut, le synonyme n'est pas public. Regarde. Donc, quand on fait un create ou replace synonyme, par défaut, le synonyme n'est pas public, il est privé. Si on veut que le synonyme soit public, il faut rajouter explicitement le mot-clé public. C'est ce qu'on va faire en fait. Ici, lors de notre manipulation, si on continue, on va créer en fait un synonyme public pour job history. Notre synonyme a été bien créé. On va le tester. On va faire un petit desk. Et on va avoir une erreur. Et c'est très normal d'avoir une erreur. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, je vous ai dit que Job History, c'est une table qui appartient au user HR. Donc, c'est une table qui ne peut pas être accédée par le user system comme ça. Il faut la préfixer du nom de son créateur. Donc, nous avons bel et bien créé nous avons bel et bien créé un synonyme, mais c'est un synonyme qui ne peut pas être utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite erreur ici lors de la définition de la table. Alors, pour corriger tout cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la même requête create or replace public synonyme JH2 for, et là, on va mettre hr.jobhistory. Le synonyme sera créé et on pourra l'utiliser. Regardez, là, on n'est plus obligé de mettre un hr.jh2 parce que nous avons créé un public synonyme pour la table hr.jobhistory. Ben, donc là, le test qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer de manipuler ce synonyme par l'utilisateur HR. On va voir si on va avoir les mêmes erreurs que tout à l'heure, sachant que JH2 est un synonyme public. On va voir ça. Donc, connect HR. Et là, on va faire un desk JH2. Et HR peut facilement accéder à ce synonyme. Pourquoi? Parce que c'est un synonyme qui est très bien défini de 1 et qui de 2 est public. Donc, on n'a pas besoin de préfixer JH2 par système, puisqu'il est public, donc utilisable par tout le monde. Sont préfixés son nom par le nom de son créateur. D'accord? Donc ça, c'est la différence entre un synonyme public et entre un synonyme privé. Lorsque le synonyme est privé, il faut préfixer son nom par le nom de son créateur, comme on l'a fait tout à l'heure pour JH. On l'a préfixé du nom, là on ne peut pas voir parce que on l'a préfixé du nom de HR. On a fait ça tout à l'heure. On a fait ça pour y accéder. Là, pour JH2, on n'est pas obligé de faire comme ça, system.gh2. Ça donne absolument le même résultat, mais on n'a pas besoin de le faire puisque c'est un synonyme qui est public. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la partie qui concerne les synonymes. Bien sûr, on peut supprimer les synonymes. Si on n'a plus besoin de ce synonyme, eh ben, on le supprime. Pour supprimer un synonyme qui n'est pas public, on fait un drop synonyme JH. Pour supprimer un synonyme public, il faut préfixer le mot-clé synonyme par le mot-clé public. C'est un drop public synonyme. Voilà. Donc, nos deux synonymes ont été supprimés. Ben, donc là, c'est la partie qui concerne les synonymes. Et là, on va passer à la partie index. مدام Oui. كي نعملوا له دروب بابليك سينونيم يرجع بريفي ولا يتنحى جمله؟ Drop permet de supprimer un objet de la base de données, comme le drop table. Donc, drop synonyme permet de supprimer un synonyme de la base de données. Il sera effacé de la base de données.
Alors, là, on va voir les index. Qu'est-ce qu'un index? Pourquoi on va utiliser les index? Donc, c'est ce qu'on va voir. Beh, alors, les index sont comme pour les livres, on connaît les index au niveau des livres. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les index au niveau des livres permettent de rechercher un mot bien particulier. Parce qu'à un certain moment, on a juste besoin de savoir si, ce mot-clé existe ou pas. Quand on est, sur, un PC, c'est simple, donc on fait un contrôle F pour vérifier. Sinon, si on n'est pas sur un PC, ce qu'on peut faire, c'est on va voir l'index d'un livre, parce que les index, c'est un principe, c'est un principe qui existe déjà. Ça n'a pas été inventé par les bases de données, mais ça a été repris au niveau des bases de données. L'index, il permet d'accélérer les recherches. Donc dans un livre, si vous prenez un livre scientifique de préférence, ce que vous allez voir que à la fin du livre, il y a la partie index et dans la partie index, vous avez des mots-clés. Vous avez des mots-clés, et à chaque fois, vous avez le mot-clé et la page du mot-clé. Donc, par exemple, si on est dans un livre qui traite, des bases de données, on va rechercher, par exemple, l'objet synonyme. Donc, on va avoir le S, parce que généralement, c'est rangé par lettres, par ordre alphabétique. Donc, on va voir le S, on va chercher si synonyme existe au niveau du livre ou pas. Si synonyme n'existe pas, on n'aura pas à lire le livre, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, cette notion-là a été reprise, en fait, au niveau des bases de données pour la recherche des lignes. Parce qu'à un certain moment, si on veut rechercher quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, on va, parcourir les lignes de la base de données une par une, pardon, de la table une par une. Donc si je suis au niveau de la table employees, que je suis en train de rechercher quel est l'employé qui appartient au département 20, ce qu'on va faire, c'est à ça qu'on pense d'ailleurs, intuitivement, on va parcourir toutes les lignes de la table employees et chercher à chaque fois si la ligne sur laquelle on est en train de pointer, si la ligne, qu'on est en train de lire, vérifie la condition du département égal à 20 ou pas. Si c'est le cas, c'est une ligne qui va être retenue et affichée. Si ce n'est pas le cas, c'est une ligne qui ne va pas être affichée et on continue le parcours de toute la table. Ça, c'est important. On parcourt toute la table lorsqu'il n'y a pas d'index. L'index, qu'est-ce qu'il va faire? L'index va nous permettre de ne pas parcourir la totalité de la table, mais ça va nous permettre en fait de faire un parcours assez spécial. Donc on va parcourir, au lieu de parcourir la table elle-même, on va parcourir l'index et au niveau de cet index-là, le parcours sera plus simple qu'au niveau de la table. Je vais vous montrer pourquoi et l'affichage sera donc la requête, elle va donner un temps de réponse moindre que si, il y avait le parcours de toute la table. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, les index, ils ont un format très spécial. Alors, les index, ils ont le format de ce qu'on appelle un arbre binaire. Donc là, je vais, demander un peu d'aide de la part de Google. Alors, les index sont sous la forme, de ce qu'on appelle un arbre binaire équilibré. Vous pouvez le voir comme un graphe, comme ce que vous voulez. Donc, mais à la base, on appelle ça un arbre binaire équilibré. Alors, c'est quoi le principe de l'arbre binaire équilibré? On a juste besoin de l'image. C'est comment sont dispersées les informations. Ben, alors, supposons que ça, c'est un index qui concerne le numéro du département. Donc, c'est un index qu'on va faire sur la colonne Department ID de la table Employees. Pourquoi? Parce que nos requêtes, dans les conditions des requêtes, il y a souvent une condition qui est par rapport au Department ID. Et là, on veut optimiser la recherche par rapport au Department ID. Donc, ce qu'on va venir faire ici, c'est on va indexer la colonne Department ID. Indexer la colonne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons créer un arbre binaire
dans lequel on va stocker quoi? On va stocker le numéro du département et l'adresse ou les adresses des lignes pour lesquelles nous avons ce numéro de département. On suppose que les numéros des départements sont des valeurs qui varient de 1 jusqu'à 72. On va supposer ça juste pour l'exemple. Donc l'arbre binaire, donc comment on va structurer l'index sur la colonne Department ID? Alors, ce qu'on va, on va venir faire ici, c'est on va tout d'abord trier les valeurs des départements. Donc on va trier les valeurs et on va prendre la médiane et la mettre comme nœud racine de l'arbre. Donc là, c'est la racine de l'arbre. Et à partir de là, on va organiser les données. Donc, comment on va organiser les données? Ils sont organisés sous forme de nœuds, mais vous pouvez les voir, en fait, la structure réelle, c'est une liste doublement chaînée. Donc, chaque nœud, il va pointer sur ses deux fils, le fils gauche et le fils droit. C'est une liste doublement enchaînée. Et là, c'est un arbre qui est en fait trié, bien sûr. Il est trié là. Donc ici, nous allons avoir au niveau de ce nœud, on va avoir le département, la clé, c'est le département ID égale à 50 et on va trouver ici, au niveau de ce nœud aussi comme information, quelles sont les adresses des lignes où le département ID est égal à 50. Ici, par exemple, si on prend le nœud 19, on va trouver les adresses des lignes où le department ID est égal à 19. Tout ça pourquoi? Pourquoi on va faire tout ça? Ben, simplement lorsque on va, par exemple, élaborer la requête suivante. Select étoile from employees where department ID égale à 19. Si la colonne department ID n'est pas indexée, on va faire un parcours séquentiel de la table. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va parcourir la table ligne par ligne, vérifier si le department ID est égal à 19, on affiche. Si le department ID n'est pas égal à 19, on n'affiche pas. Dans le cas où nous avons, comme c'est le cas ici, un index sur la colonne Department ID, ce qui va se faire, c'est on ne va pas parcourir tout l'arbre binaire. Non. Ce qu'on va faire, on va se positionner sur le premier nœud, on va se dire, on recherche quel département? On recherche le département 19. Est-ce qu'il est inférieur ou supérieur à 50? Il est inférieur à 50. Donc, on va venir ici. On est sur le nœud 17. On va se dire, est-ce que le département 19 est supérieur ou inférieur à 17? Supérieur. Donc, on va venir ici. Et là, on est positionné sur le nœud 23, on va se poser la même question, est-ce que le département 19 est inférieur ou supérieur à 23? Donc il est là. Donc au lieu de faire la recherche, au niveau de tout l'arbre, vous voyez qu'on a pris un seul petit chemin. C'est un chemin qu'on a parcouru juste pour retrouver les adresses des lignes où le département est égal à 19. Donc je ne suis pas obligée d'aller lire tous les autres nœuds pour trouver le département, les adresses des lignes où les départements est égal à 19. Et avoir l'adresse veut dire qu'on va pointer directement vers ces lignes. Donc on va pas, nous avons déjà l'adresse mémoire, donc on accède, je veux dire le serveur de la base de données accède directement à ces lignes au niveau de la mémoire et il va extraire les lignes et les afficher. Ce qui fait que le temps d'accès et le temps d'affichage sera plus rapide que si on recherchait au niveau de toute la table, ligne par ligne. C'est pour ça qu'on utilise les index. D'accord? Ben, les index, donc je vous ai dit que ce n'est pas quelque chose qui est propre aux bases de données, ça a été juste repris par les bases de données et ça existe déjà, c'est un concept qui existe déjà. Je vous donne par exemple comme type d'index de la vie de tous les jours, les index des dépôts par exemple. Si nous prenons un dépôt de marchandises, dans, dans 2 ou 3 hangars. Tout d'abord, il faut, pour chercher une marchandise, il faut savoir elle est dans quel hangar, le hangar 1, 2 ou 3. Ensuite, au niveau du hangar, on va rechercher au niveau des étagères
savoir, donc il est au niveau de quelle étagère, au niveau de quel étage de cette étagère, tout ça. Donc tout ça est géré via des index manuels. Là, nous avons des index automatiques, d'accord? Donc voilà, alors lorsqu'on crée un index, tout ce qu'on fait, c'est, on va juste taper la requête de la création de l'index. Après, la gestion de l'index, elle va se faire automatiquement par le système de gestion de base de données. Ce qui veut dire que, par exemple, lorsqu'on va rajouter un nouveau département, par exemple, il y a le département de 170 qui n'est pas, il y avait aucun employé qui était rattaché au département de 170. Donc quand on va faire un insert into employees where department, un insert into employees et qu'on va mettre 270 pour le numéro du department ID, et ben, tout cet arbre doit être mis à jour. Il va y avoir la mise à jour de cet arbre, il va y avoir le rééquilibrage de l'arbre, parce que l'arbre doit être toujours équilibré pour minimiser les temps de recherche. Pardon. Donc je vous disais, tout l'arbre doit être mis à jour, ce qui fait qu'il y a réellement, il y a réellement des ressources heu, mises à disposition de la mise à jour de l'index. D'accord? Donc mais ce n'est pas l'utilisateur qui met à jour l'index. L'utilisateur, il met à jour la table, il met à jour une ligne, il met à jour, il change la valeur du département, il ajoute un nouveau département, il supprime un département et c'est le SGBD qui va rééquilibrer et mettre à jour l'index. Ben, alors c'est pour ça que l'index, peut être vu comme une arme à double tranchant. Ce qui veut dire, c'est que les index sont intéressants. Dans certaines mesures, il est vraiment primordial d'avoir un index. Par exemple, au niveau, des colonnes primary key, les colonnes primary key sont des colonnes qui vont être, utilisées au niveau des clauses de recherche, au niveau du where, elles vont être utilisées au niveau des clauses de jointure. Donc puisque c'est une colonne qui va être sollicitée fréquemment, c'est une colonne pour laquelle le SGBD crée un index automatique. Donc, il y a un index qui est créé automatiquement pour les clés primaires. Ce n'est pas à l'utilisateur de le créer, c'est un index qui est déjà là. Alors, il faut savoir qu'un index peut être créé pour une ou plusieurs colonnes. Par exemple, si à chaque fois, si à chaque fois la requête concerne, toujours 2 colonnes à la fois. Par exemple, on recherche toujours les employés selon leur, department ID et selon leur salaire. C'est toujours la même chose. Donc on fait un select étoile, where salary égale un department ID égale. Donc ces 2 colonnes sont utilisées conjointement dans les clauses where. Ça, c'est à titre d'exemple, bien sûr. C'est là qu'on va créer, un index qui porte sur non pas sur une colonne, mais sur 2 colonnes. Mais alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'est pas toujours intéressant de créer un index. Bah, quand est-ce que ce n'est pas intéressant? Ce n'est pas intéressant de créer un index si la table, elle est de petite taille. Ce n'est pas intéressant de créer un index si la colonne est souvent mise à jour. Par exemple, si on a une colonne qui est souvent, pas la table, hein, la colonne, qui est souvent mise à jour. Donc pour cette colonne-là, il est inutile de créer un index. Pourquoi? Parce que c'est à chaque fois que parce que ça va gaspiller du temps en processeur et mémoire pour la mise à jour de l'index. Parce que l'index, il est stocké au niveau du serveur de base de données et à chaque fois que la colonne elle est mise à jour, son index est mis à jour. Donc si nous avons une colonne qui est souvent mise à jour, l'index va être mis à jour de façon très fréquente et là, ça va alourdir le système de gestion de base de données au lieu de le rendre plus performant. D'accord? Et on ne va pas gagner, il n'y aura pas d'optimisation au niveau des requêtes. Ce n'est pas intéressant de créer des index aussi si, par exemple, notre requête, elle va retourner presque plus de 95 des lignes d'une table.
Si par exemple, nous, à chaque fois dans nos requêtes, par rapport à cette colonne, bien sûr, on se pose la question, est-ce que la colonne d'une table va être indexée ou pas? On ne dit pas qu'on indexe une table, on indexe la colonne d'une table. C'est une colonne qui va être indexée. Donc là, si par exemple, par rapport à cette colonne-là, à chaque fois qu'on va faire des requêtes select, qu'on met where, par exemple, salary inférieur à 20 000. Si à chaque fois, ces requêtes-là, elles vont nous ramener plus de 95 des lignes de la table, alors il n'est pas nécessaire d'indexer. Parce que c'est comme, parce qu'à chaque fois, on va faire un grand parcours de l'arbre. Parce que ici, nous, on va utiliser un arbre binaire pour quand est-ce que c'est intéressant d'utiliser un arbre binaire? Quand c'est vraiment à chaque fois, on va juste prendre un seul trajet ou au pire 2 trajets. Mais si à chaque fois on va lire tout l'arbre, alors ça sert à rien. Ça sert à rien d'indexer la colonne. Morta, on fait un parcours séquentiel de la table, c'est mieux que de créer un index, de le mettre à jour et de parcourir l'index. Voilà, et bien sûr, on n'indexe pas les colonnes, qui ne sont pas utilisées dans les clauses where ou dans les conditions de jointure. Ce n'est pas intéressant de les indexer. Voilà, ça c'est pour la théorie concernant l'index. Bon, étant donné que le nombre de lignes que nous avons ici sont très petites, on ne va pas vraiment, voir, un grand impact concernant les index. On va en créer un, mais on ne va pas voir, réellement d'impact. Là, il vaut mieux utiliser la partie web. Là, on va se connecter avec HR. Alors, on va créer un index. Alors, vous avez vu que j'ai supprimé le mot-clé unique ici. Pourquoi? Parce que moi, je vais indexer la colonne salaire. Hem, alors, je vais indexer la colonne salaire de la table employees. Et si je laisse unique comme ça, cet index ne peut être appliqué que sur une colonne qui a des valeurs uniques. Alors que vous savez très bien qu'il y a plusieurs salariés qui ont le même salaire. Donc on ne peut pas garder unique, sinon ça ne marche pas. Donc on va créer un index simple, sur, la colonne, salaire de la table employees. Donc là, en fait, fallait avant de créer là, on va faire une petite requête, donc select étoile from employees, where je vous garantis pas que vous allez voir un résultat. Donc select étoile from employees, where salary exactement supérieur à 20 000. Cet index sera sollicité par Oracle directement. Donc au niveau de notre requête select, il n'y a pas d'indication à Oracle pour dire utilise l'index. Si nous avons créé un index sur la table, sur la colonne salaire de la table employees, alors à chaque fois que cette colonne-là va être sollicitée au niveau d'une clause where, l'index sera automatiquement utilisé par Oracle. C'est pas à nous de le dire. Donc là, il nous a retourné un seul résultat, c'est monsieur King qui a un salaire supérieur à 20 000 et le résultat a été retourné, en 0,06 secondes. Donc là, ce qu'on va faire, on va supprimer l'index. On va refaire, la requête, on va espérer qu'elle prendra plus de temps. Ah, elle a pris moins de temps. Ici, c'est une requête, qui a pris moins de temps que si on avait utilisé un index. Bon là, ça contredit ce que nous venons de dire par rapport aux index. Mais réellement, en fait, pourquoi, ici le résultat a été retourné plus rapidement?
C'est parce que en fait, c'est la première ligne de la table qui contient qui contient le salaire max et donc utiliser un index, par exemple, si on va, il faut minimiser pour voir. Celle-là, elle a été retournée en 0,03 secondes. Là, on va recréer l'index. Voilà. Vous voyez qu'en créant l'index, là, regardez le temps de réponse de la requête. Ça va réellement dépendre. Maintenant, l'index peut accélérer la recherche parce que là, on a cherché tous les employés dont le salaire est supérieur à 2 000. Donc, si vous imaginez votre arbre, là, il a parcouru vraiment. Là, l'arbre il a été intéressant de parcourir tout l'arbre, presque une partie de l'arbre où le salaire était supérieur à 2 000. Par contre, pour l'exemple de tout à l'heure, il y avait le salaire est supérieur à 20 000. Donc lui, il a pris le plus court chemin pour voir quels sont les employés dont le salaire est supérieur à 20 000. Et étant donné que c'est le premier employé, c'est pour ça que la requête sans index, elle était plus rapide, parce que c'était le premier enregistrement. L'autre, elle a été moins rapide, mais vous voyez qu'ici, au niveau de cette requête, c'est la requête avec index qui est plus rapide. C'est pour ça que toutes les colonnes des tables ne sont pas indexées automatiquement, parce que l'index peut être intéressant comme il peut ne pas être intéressant. Bon, permettez-moi de supprimer mon index. Voilà. Ben, alors, donc ça, c'est pour les index. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Là, on va passer à notre troisième objet du jour, c'est les séquences. Alors, c'est quoi les séquences? Eh ben, les séquences, ce sont des générateurs de numéros. Ça permet de générer automatiquement une suite de numéros. Donc, ça peut être des suites, vous allez voir, il y a différentes suites possibles. Alors, le bémol des séquences, c'est quoi? C'est que les séquences sont partageables entre plusieurs utilisateurs et entre plusieurs tables. Donc, on préconise et on conseille d'utiliser les séquences pour créer des clés primaires, mais je vais vous démontrer que ce n'est pas vraiment utile. C'est vraiment un objet qui n'est pas très utile réellement, à mon avis, bien sûr, très humble. Alors, les index. Pardon, les séquences. Alors les séquences, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est une suite de numéros. C'est une suite de numéros nés et crainte. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs options. On va y aller mollo mollo. Alors, ce qui est obligatoire déjà, c'est de faire un create sequence. Ça, c'est pour créer la séquence. Et ce qui est obligatoire, c'est de mettre le increment by et le start with. Alors, pour une séquence, ce qui est obligatoire, c'est de lui donner la valeur de départ et de lui donner le pas d'incrémentation ou de décrémentation. Le increment by peut être positif ou négatif. D'accord? Voilà, donc ça, c'est ce qui est obligatoire pour une séquence. Là, on va prendre des exemples. Donc, create sequence S1, start with 1, increment by 5, by 2. Voilà, ça c'est ce qui est obligatoire. Donc, create sequence 1, S1, start with 1, increment by 2.
Donc c'est ce qui est obligatoire au niveau d'une séquence. Vous ça va générer quoi comme séquence, comme, suite de numéros? Ça va générer la première valeur, ça va être 1 et le pas d'incrémentation, c'est 2. Donc 1, 3, 5, 7, 9, 11 et cetera. C'est une séquence qui ne finit pas. Parce que pourquoi elle ne finit pas? Parce qu'elle n'a pas de max value. Elle n'a pas de max value. Donc on peut créer une séquence avec une max value. On va créer la même, séquence S2 increment start with 1, increment by 2 et là on va lui rajouter une max value. مادام مش بالعكس increment by قبل start with. Non, c'est interchangeable de place, il y a pas de problème. Donc ici, ça commence avec un 1, ensuite 3, ensuite 5, ensuite 7 et là la séquence finit. Ça, c'est la fin de la séquence. Pourquoi? Parce que c'est une séquence qui a une max value. Donc elle génère des numéros et elle s'arrête. Beh, heu, ça, c'est un premier type, voilà, 2 premiers types de séquences. Alors ensuite, on va voir un autre type de séquence. On va voir des séquences cycliques. Alors c'est quoi la notion de ces, séquences cycliques? Oups, 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 oups. Donc les séquences cycliques, ce sont des séquences qui, génèrent à chaque fois les mêmes numéros. Donc elles génèrent des numéros plusieurs fois, les mêmes numéros plusieurs fois. C'est ça une séquence cyclique. Increment by 2, on va lui donner une max value, elle doit avoir 2 bornes celle-là. Max value 5 par exemple et min value 0. Alors, quelles sont les valeurs générées par cette séquence? Puisqu'elle commence par 1, donc la première valeur, elle s'incrémente par 2 celle-là. Donc max value, on va lui donner, mais c'est pas grave, B. Alors ici c'est 3, ensuite 5. 5 c'est sa max value. Ah, il faut bien sûr rajouter le mot-clé cycle, parce que sinon c'est pas une séquence cyclique. OK. Donc là, puisque on a dit que c'était une séquence cyclique, 5. Ensuite, après le 5, on va retourner, puisqu'elle est cyclique, 0, donc elle retourne. Oui, absolument. Elle retourne, bien vu Maloua, vers la mean value. Donc 0, ensuite 2, ensuite 4, max value 5, elle ne va pas l'atteindre, donc elle revient à 0. Ça, c'est une séquence qui est assez spéciale dans la mesure où les valeurs qui sont générées au début du cycle et au cours du cycle ne sont pas kiff-kiff. D'accord? Donc juste, on va utiliser les couleurs. Ça, c'est le start with 1. Donc c'est pour ça que nous avons la première valeur est égale à 1. La max value, elle est égale à 5. C'est pour ça que ici, on s'est arrêté à 5 pour le premier cycle et ensuite, puisqu'elle est d'une part cyclique et que la mean value est égale à 0, c'est pour ça qu'après le 5, elle est retournée pour générer d'autres numéros. Ce n'était pas la fin comme pour celle-là et elle retourne, pour, générer les numéros à partir de la mean value. Donc la mean value c'est 0 et increment by 2 donc 0, 2, 4, 0, 2, 4. Donc là, normalement, pour rectifier un tout petit peu notre schéma puisqu'elle est, cyclique, donc là, après ce 4, elle va retourner vers le 0 et ce sera en boucle 1, 0, 2, 4, 1, 0, 2, 4, 1, 0, 2, 4.
Voilà. Ben, alors, si vous remarquez bien au niveau du cours, vous avez, vous avez ici, si vous remarquez bien, vous avez la notion de cache. Alors, c'est quoi ce cache? On va voir ça via un exemple. Alors, on va faire un truc plus simple que ça. Donc 1, 2, 3. Ensuite, c'est 0, 1, 2, 3 et ça retourne. Donc ça, ça c'est généré pendant le premier cycle. Pendant le premier cycle, elle génère les valeurs 1, 2, 3. Pendant le deuxième cycle et jusqu'à la fin, elle générera les valeurs qui vont de 0 jusqu'à 3. Et elle se répète, pourquoi? Parce qu'elle est cyclique. Parce que si elle n'était pas cyclique, ben, elle s'arrêterait à 3, comme c'est le cas ici. Beh, alors, les valeurs générées pendant le premier cycle sont égales à 3. Les valeurs générées pendant le deuxième cycle et les cycles qui vont venir après, les valeurs sont égales, donc la valeur est égale à 4. Donc on va générer 4 valeurs. Beh, alors là, il y a une petite condition de la part de Oracle et vraiment c'est un peu dommage qu'il ne le fasse pas lui-même, le SGBD, c'est il y a une petite, condition. Alors, il faut que les valeurs générées pendant un cycle, heu, donc le cache par défaut, il est de 20. Donc nous avons ça, c'est une condition de départ. Donc le cache par défaut est égal à 20. Si la valeur si les valeurs qui vont être générées pendant un cycle, donc ça c'est un cycle, ça c'est un autre cycle, sont inférieures à 20, c'est notre cas ici, ça c'est inférieur à 20. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, au niveau de la déclaration de la séquence, il faut rajouter une partie qui s'appelle cache. Le cache se met après cycle. Excusez-moi. Donc là, il faut rajouter cache. Il faut rajouter une valeur qui soit inférieure à 20 et inférieure aux valeurs générées pendant un cycle. Donc on va mettre cache 2. D'accord? Donc ça, c'est malheureusement, ça aurait dû être fait automatiquement par Oracle. Mais on est obligé de mettre le cache lorsque le nombre de valeurs générées pendant un cycle sont inférieurs à 20. Donc il faut rajouter le cache. Voilà. Donc ça, c'est pour les séquences. Donc le cache, on va en parler pour les séquences cycliques dont le nombre de valeurs générées pendant un cycle est inférieur à 20. C'est là qu'on va rajouter le cache. Voilà. Ben, alors, pour la manipulation pour la manipulation des séquences, nous Madame, allons utiliser oui, Madame, si vous avez mis cache 2, c'est juste une erreur non, dans la requête. non, parce que en fait, le J'ai cache pas par défaut, il compris. est de 20. Oui, Ben, si au niveau de la séquence, le nombre de valeurs générées pendant un cycle, comme c'est le cas ici, le nombre de valeurs est inférieur à 20. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter la mention cache ici, au niveau de la création de la séquence et il faut donner un chiffre qui soit inférieur aux valeurs générées pendant un cycle. Donc là, on va mettre 2 parce que là, nous avons 3 et 4. Donc 2 est inférieur à 3 et à 4 aussi. d'accord, merci. Et le cache, en fait, c'est quoi? C'est lorsqu'on crée une séquence, Oracle génère au niveau de son cache les 20 premières valeurs. Lorsque la séquence est, comme je vous l'ai dit, lorsque les valeurs générées pendant un cycle pour une séquence sont inférieures à 20, hem, bah, Oracle ne gère pas ça tout seul. Il faut, lui mentionner explicitement: «Attention, le cache doit être égal à 2», simplement.
Je vous ai dit que ça aurait ça aurait dû être fait, automatiquement, mais ça ne l'est pas malheureusement. Ça, c'est une petite, anomalie au niveau de Oracle. Beh, alors là, je vais vous parler donc des 2 pointeurs qui sont utilisés pour la manipulation des séquences. Alors, il y a 2 pointeurs. Un pointeur qu'on appelle, curval pour current value. Ça, c'est pour la current value. Et nous avons un autre qui s'appelle, nextVal. NextVal pour next value. Alors, comment fonctionnent ces 2 pointeurs? Lorsqu'on crée une séquence, donc je vais reprendre les valeurs générées par cette séquence. Lorsqu'on crée une séquence, alors, oups, excusez-moi. Voilà. Il ne me laisse pas rectifier. Alors, next. Dès qu'on crée une séquence, c'est une séquence qui vient juste d'être créée, donc elle n'a pas été sollicitée. Curval pointe sur curval pointe sur le nul et nextVal pointe sur 1. Ensuite, après l'utilisation de la séquence, lorsque nous avons utilisé la séquence, pardon, on utilise la séquence avec un, on met le nom de la séquence, par exemple S1.nextVal. Ça permet de générer une séquence, ça permet de générer une valeur et de passer à la prochaine valeur. Donc là, lorsque nous avons fait un S1.nextVal, on a initialisé la séquence, on a généré la valeur 1 et donc nextVal va pointer sur la valeur 2 et curval va pointer sur la dernière, donc valeur, générée, c'est la 1. Donc la current value est égale à 1 et la next value est égale à 2. Ensuite, lorsque nous allons, utiliser une autre valeur de la séquence S1, on va mettre 3 et la current value pointera sur la 2. En gros, qu'est-ce qui se passe? Donc current value, next value. Lorsque la séquence vient d'être créée, current value pointe ici, vers quelque chose qu'on ne sait pas, vers le nul. Next value, elle pointe ici. C'est un pointeur, il pointe ici. Après, lorsque nous avons appelé une première fois S1.nextVal, ce qui se passe, c'est que ce pointeur-là, il va afficher 1 et il va avancer. Le pointeur current value qui lui pointait sur le nul va pointer tawa sur la valeur qui vient d'être utilisée, c'est la valeur 1. Ensuite, ce qui se passe, c'est que lorsque on réappelle S1.nextVal, ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe ici, c'est que next value, donc quand on fait un S1.nextVal, il va y avoir l'affichage de la valeur 2. Ensuite, nextVal avance. Il va pointer sur la 3, donc sur la prochaine valeur à afficher. Et ici, current value va lui pointer sur la valeur 2. Lorsqu'on appelle encore une fois le S1.nextVal,
Ça veut dire qu'on veut utiliser une valeur de la séquence. Donc, il va y avoir l'affichage de la valeur 3. Ensuite, nextVal va pointer sur la valeur 0. Bien sûr, currentVal avance aussi. Donc, currentVal pointe sur la valeur 3. Donc, c'est la dernière valeur qui vient d'être affichée. Donc, en gros, les deux pointeurs qui permettent de manipuler les séquences sont currentValue et nextValue. NextValue permet d'utiliser une valeur et de pointer vers la nouvelle valeur à afficher. currentValue, ce pointeur-là, au départ, il pointe sur le nul. Ensuite, il pointe sur la dernière valeur donnée par nextValue. Ben, on va voir tout ça via un exemple. On va créer une première séquence, sec1. Increment by 1, start with 1, max value 5. On va créer une deuxième séquence, c'est séquence 2. Increment by 1, start with 1, max value 20, cache égale à 10, cycle. Elle est cyclique celle-là. Ben. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va créer une table tsec qui contient 3 colonnes. Donc 2 number et une colonne varchar. Alors, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va alimenter la table tsec à partir des séquences. Donc, on alimente la colonne A à partir de la séquence 1 et on alimente la colonne C à partir de la séquence 2. Alors, là, on va vérifier donc les informations dont je vous disais par rapport aux 2 pointeurs currentValue et nextValue. Donc, on va faire un sec2.curval. Là, il va nous dire la séquence sec2 n'est pas encore définie dans cette session. Pourquoi? Si je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque la séquence vient d'être créée, curval pointe sur le nul. Donc, il ne peut rien afficher, curval. C'est pour ça qu'ici, il vous a dit elle n'est pas encore définie. Ce qui veut dire elle n'a pas encore été utilisée, cette séquence. Donc, on va utiliser l'autre pointeur, le nextval. Nextval nous a affiché la valeur 1. Ici, si on revient voir curval, normalement, nous avons la valeur courante de la séquence, la dernière valeur qui a été affichée par la séquence ou utilisée par la séquence, c'est la valeur 1. Ici, on peut faire une autre fois un nextval. La nextValue, c'est la valeur 2. Si on refait, si on voit curval pointe sur quoi, on va trouver que curval pointe aussi sur la valeur 2. Parce qu'en fait, là, maintenant, nextval, il pointe sur la valeur 3. C'est la prochaine valeur à afficher. Ben. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des insertions. Au niveau de tsec, on va faire l'insertion à partir des séquences. Donc regardez bien ici, nous avons un insert into tsec value sec1.nextval. Ça, c'est la valeur qu'on va insérer dans la colonne B. Et ça, c'est sec2.nextval. On va faire ça, on va répéter ça 6 fois. Donc, 3, 4, 5, 6. Là, nous avons une erreur. Sec1.nextval exceeds max value et ne peut pas être instancié. Parce que si on regarde bien la séquence 1, c'est une séquence qui n'est pas infinie. Ça, c'est une séquence qui va générer les valeurs qui vont de 1 jusqu'à 5. C'est tout. Donc, étant donné que nous avons déjà effectué 5 insertions, donc 1, 2, 3, 4, 5, au niveau de la 6e insertion, il va vous dire attention, cette séquence est épuisée, elle ne peut plus donner de numéro. Donc, c'est pour ça que nous avons notre erreur. Là, on va voir ce qui a été réellement inséré au niveau de tsec.
Alors, il y a eu l'insertion des valeurs de la séquence 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est bon. Ce sont les valeurs qui sont générées par la séquence 1. Et les valeurs qui sont générées par la séquence 2 vont de 3 jusqu'à 7. Mais là, logiquement, si on se rappelle bien de ce que nous avons fait, ici, on a demandé à ce que les valeurs commencent par 1. Pourquoi alors? Ici, l'insertion se fait par 3. Eh bien, c'est simple. Nous avons déjà فيه next exploité value. les valeurs, oui. Nous avons déjà exploité les valeurs 1 et 2 via ce petit nextval que nous avons fait tout à l'heure. Bien vu, Houssem. Donc là, nous avons déjà exploité les valeurs. Parce qu'il suffit de faire un sec2.nextval pour Oracle. Comment il interprète donc quand on fait un sec2.nextval? Il interprète ça comme si c'est une valeur qui a été déjà utilisée. Donc la valeur 1 et 2, ce sont deux valeurs qui ont été générées par la séquence et c'est très normal que la prochaine valeur à générer soit la valeur 3 et non pas la valeur 1. Et ici, c'est pour ça que je vous dis que la séquence n'est pas un objet très intéressant parce que regardez ce qui s'est passé ici. On croyait qu'on allait insérer à partir de la séquence la valeur 1, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'insertion de la valeur 3. Tout ça à cause de l'erreur de manipulation que nous avons faite, à savoir le fait d'exploiter les valeurs pour l'affichage. Parce que Oracle, il ne fait pas la différence. Vous demandez un sec2.nextval, il affiche la valeur et nextval pointe sur la valeur future. Quand on utilise le sec2.nextval pour l'affichage, quand on utilise le sec2.nextval pour l'insertion, c'est kiff-kiff pour lui. Pour Oracle, c'est une valeur qui a été déjà utilisée. Affichage ou pas, c'est une valeur grillée. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est pas très intéressant comme objet, la séquence. Voilà. En plus, la séquence, comme vous la voyez, elle n'est pas quand on crée la séquence, ici, on met create, sequence, le nom, increment by, start with, max value. Mais à aucun moment, on ne précise de quelle table il s'agit. On va pas dire, on ne peut pas dire cette séquence, elle est relative à la table employees. Cette séquence, elle est relative à la table jobs. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. La séquence, elle est indépendante. C'est une séquence de numéros, c'est tout. Ben, là, qu'est-ce qu'on va voir? Là, on va, ce qu'on va on va encore, heu, donc manipuler les séquences. On va faire un sec1.curval pour vérifier si les pointeurs sont bons ou pas. Là, on voit que parce que la dernière valeur qui a été générée par la séquence 1 est égale à 1, donc est égale à 5, pardon. C'est pour ça que sec1.curval, nous donne 5. Et là, on va quand même s'entêter et écrire avec un point nextfile qui va, elle, générer une erreur. On le sait, on veut juste la revoir, cette erreur, elle est là. Donc, c'est une séquence qui a dépassé la valeur max, elle ne peut rien afficher. D'accord? Mais, donc, bien sûr, là, on peut venir ici faire la même chose en sec2.nextfile. Il va nous afficher la valeur 8. Là, on va s'amuser à refaire une dernière insertion au niveau de tsec, à partir de sec2, bien sûr. Ici, on va insérer une valeur nulle pour la colonne 1, puisqu'il n'y a plus de sec1. Une ligne a été insérée. Ici, on va vérifier ce que nous avons inséré comme valeur. Nous avons, bien sûr, ici un nul, donc ça a été demandé explicitement, le A, et ici, nous avons 9. Bien sûr, 9, parce que le 8 a été grillé pour l'affichage. C'est une valeur qui a été déjà utilisée pour l'affichage. Donc la séquence passe à la valeur 9. Voilà, donc là, on a terminé les exemples concernant les séquences. Donc on va supprimer nos séquences, la séquence 1, la séquence 2 et on supprime aussi la table des séq. Voilà, la table a été supprimée. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui concerne l'objet séquence. Alors, le dernier objet du cours, c'est l'objet réellement le plus intéressant.
Eh ben, c'est l'objet vue. C'est quoi la vue? À quoi va servir la vue? Vous allez voir. Les vues sont vraiment un concept très, très intéressant et très intelligent aussi. Hem, alors qu'est-ce qu'une vue? On va tout d'abord définir une vue par ce qu'on appelle, ça c'est une vulgarisation de la définition d'une vue, on va dire que c'est une table logique. C'est une table logique sur d'autres tables ou d'autres vues. Beh, une vue, elle est définie en fait par sa, requête. Une vue ne stocke rien. Alors si vous voulez, on peut voir une vue comme une vitrine. C'est une vitrine de ce que contient la boutique, par exemple. Une vue, c'est comme ça. Une vue va nous permettre de voir ce que contient d'autres tables ou d'autres vues. Vous allez me dire, pourquoi on fait ça? On peut déjà faire un select from le nom de la table. On peut faire une jointure si on a besoin de plusieurs tables. Oui, certes, c'est vrai, c'est possible. Mais dans quelques cas, il y a certains cas où, par exemple, je veux donner à un utilisateur juste la possibilité de faire une requête select, c'est tout. Il y a par exemple un nouveau stagiaire qui est venu, pauvre stagiaire, oui en effet, il y a un nouveau stagiaire qui est venu, c'est aussi une protection pour le stagiaire, hein. Alors pour le nouveau stagiaire, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque c'est un stagiaire qui manipule, mal les bases de données, il vient d'apprendre tout ça, donc on le met sur un environnement de test et on ne peut pas lui donner l'accès, par exemple, il y a une table sur laquelle sont générés plusieurs tests. C'est une table vraiment cruciale pour les tests. Cette table-là, ce petit employé a besoin de ce petit stagiaire, il a besoin d'accéder à cette table. Mais on a vraiment peur que la curiosité du petit stagiaire le pousse à modifier la table, à faire des petits inserts, à faire des petits updates parce qu'il veut tester. La curiosité, elle est là et elle est bonne, mais là, on ne peut pas, tolérer, on ne peut pas donner l'accès à un petit stagiaire, l'accès de la manipulation de la table. On voudrait juste lui donner la possibilité de faire un select sur la table, juste un select, akahao. Il ne peut pas faire de modification. Il y a une façon de faire bien sûr, mais à notre niveau à nous, ce qu'on peut, lui donner comme possibilité, c'est on va non pas lui donner l'accès à la table, mais on va lui donner l'accès à la table via vue. Ça va être une vue qui est verrouillée, qui va lui donner, elle va lui donner l'illusion de manipuler une table. Donc il fera un select from, il peut rajouter des where. Il aura l'impression de manipuler la table, alors que réellement, il est en train de manipuler la vue. Ça, c'est une première utilisation. C'est réellement si on veut juste faire un accès, on veut juste donner un accès en lecture à une table. On peut utiliser une vue. Ou alors, on veut donner un accès en lecture-écriture à une table ou un ensemble de tables euh, pour, certaines données. Par exemple, nous avons le manager du département IT. Le manager du département IT, normalement, il ne peut pas modifier les informations des collaborateurs ou des employés d'un autre département. Normalement, le manager IT, il a l'accès aux données des collaborateurs IT. Il peut modifier les données des collaborateurs IT seulement, non pas des collaborateurs finance, par exemple. Ça, c'est le manager finance qui fait ça. D'accord? Donc, on veut lui donner juste l'accès à ses collaborateurs. On peut avoir une vue qui nous permet de faire ça. Donc, la vue va nous permettre donc de restreindre l'accès et la modification des données pour ce manager. Donc comme ça, le manager IT ne pourra manipuler que les données, de son département. D'accord? Ça, c'est une deuxième utilisation de la vue. Une troisième utilisation de la vue, c'est lorsque nous avons une requête qui est très compliquée, une requête qui contient beaucoup de jointures, tout ça, donc ce qu'on appelle, donc ce sont des requêtes qui sont sollicitées fréquemment, donc on va fréquemment utiliser ces requêtes et ce sont des requêtes, qui sont difficiles à écrire. À chaque fois, on doit faire un copier-coller, on ne peut pas réécrire toute la requête, c'est pas sympa.
Donc, ce qu'on peut faire, c'est lorsque nous avons donc ce genre de requête qui est très utilisée et qui est très difficile à écrire, ben, on peut la stocker dans une vue, ce qu'on appelle une vue complexe. Donc c'est une vue qui va permettre de stocker les données, on ne pourra pas, donc cette vue complexe, elle est une vue assez spéciale. Pourquoi? Parce qu'on peut pas, on peut ni supprimer, ni modifier, ni ajouter des lignes à partir de cette vue. Donc ça, c'est une troisième utilisation de la vue. Une quatrième utilisation de la vue, ça rejoint un peu, l'objectif, d'un synonyme. Ce qui veut dire, c'est qu'on va utiliser une vue pour cacher l'emplacement réel de la table et le nom réel de la table et le nom réel des colonnes. Donc ça va réellement, on va carrément donner un autre nom à la table et on va donner, un autre nom, aux colonnes. On va voir ça et sinon, ben, c'est généralement ces 4 utilisations, heu, qui vont, justifier l'utilisation d'une vue. Beh. Alors, alors n'ayez crainte, là on va juste, voir quelques options, pas toutes. Alors create or replace view, ça c'est le mot-clé pour créer ou modifier une vue. On met le nom de la vue. On peut, si on veut, renommer les colonnes de la table ou de l'autre vue et là on écrit la requête de la vue. Alors, Oracle ne stocke que la requête de la vue parce que la vue, elle ne contient aucune donnée. La vue, elle va chercher les données à partir d'autres endroits. Elle n'a rien. D'accord? Ben, alors là, je vais juste vous montrer, vous faire une petite illustration après l'exemple. Donc, on va venir ici. On va cloner la table Jobs. Ce select étoile cette create avec select nous permet en fait de créer une table à partir d'autres tables. Jobs 2 existe déjà. Je ne l'ai pas supprimé, mais c'est pas grave. Donc, create table jobs 3 à select étoile from jobs. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, on va cloner la table jobs. Donc, create à select. D'accord? Le create à select permet de créer une table à partir d'une autre table. Vous voyez ici qu'au niveau de notre create, on n'a pas défini les colonnes, on n'a pas défini les types des colonnes. On va prendre le même nombre de colonnes que la table jobs, le même nombre de colonnes que dans la table jobs, le même type de colonnes que dans la table jobs. Donc, on fait un petit desk sur jobs 3. Et un petit desk sur jobs pour que vous voyez que c'est à peu près la même chose. Pourquoi je dis à peu près la même chose? Parce que, par exemple, la clé primaire, la contrainte clé primaire n'est pas clonée lorsqu'on fait un create table as select. D'accord? Ben. Alors pourquoi j'ai cloné la table jobs? J'ai cloné la table jobs parce que je vais modifier la table, parce que je voudrais la manipuler, en fait, insérer des données, supprimer des données et je ne voudrais pas, altérer les données, qui sont dans la table jobs. C'est pour ça que j'ai créé une table clone qui s'appelle jobs 3, ben, pour la manipuler comme on veut et la supprimer après. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer une vue J1 qui est toute simple, à select étoile from jobs 3 là. Pour que la requête marche, il faut que ce soit jobs 3. Ben, take or replace view à select étoile from jobs 3. B. Là, on va faire un select étoile from jobs 3. Vous voyez, c'est comme pour les index. Des fois, c'est pas utile de modifier une requête. Il vaut mieux la réécrire. Select étoile from jobs 3. Ça prend moins de temps. Donc, jobs 3 contient 19 lignes. Select étoile from jobs 3. Jobs 3 contient 19 lignes. Là, on va faire un select étoile from
J1, qui est la vue, J1 va afficher absolument la même chose. Vous voyez? 19 lignes aussi. Ben, alors, juste pour vous expliquer ce qui s'est passé ici. Attention à une chose. Alors, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a demandé? Donc, l'utilisateur, il a demandé, il a fait un select étoile. D'accord? Il a fait un select étoile from J1. J1 étant une vue. Comme je vous l'ai dit, une vue ne stocke rien. Toutes les données qui sont affichées sont au niveau de la table Jobs 3. C'est Jobs 3 qui contient les données. C'est là qu'on va trouver IT, MAN et toutes les autres lignes. C'est la table Jobs 3 qui contient les données. Quand l'utilisateur fait un select étoile from J1, quand lui, il fait un select étoile from J1, ce qui se passe en fait, ce qui se passe réellement, c'est le SGBD il va faire un select. Là, celui-là, il a cru faire un select étoile from J1. C'est ce qu'il a cru faire. Mais réellement, ce qui s'est passé, c'est pas ça. Réellement, ce qui s'est passé, c'est un select étoile from Jobs 3. C'est comme si c'était en fait, on va vulgariser vraiment la chose, c'est comme si on avait select étoile from, et là, c'est la requête de la vue. Et là, c'est la requête de la vue. Donc, lui, il a cru faire juste un simple select étoile from J1, mais puisque J1, c'est à la base un select étoile from Jobs 3, donc ça s'est traduit par ça. Select étoile from Jobs 3. Et les données qui ont été affichées par J1, en fait, ce sont les données de Jobs 3. Ces données-là ont été ramenées par J1 pour être affichées à l'utilisateur. Et bien sûr, l'utilisateur croit que ce sont les données de J1. Il ne sait pas en fait que ce sont les données de Jobs 3. Oui, Hussein. Bon, je crois qu'il s'agit d'une erreur. On continue. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va faire un insert into. Oui, Hussein? مدام كي نعمل insert into Pardon? كي نعمل insert into J1 On n'a pas encore fait. On ne l'a pas encore fait. C'est maintenant qu'on va exécuter. ok. Alors, là, on va faire un insert into J1. On va insérer les valeurs PDG, 50 000, 100 000. D'accord? Donc, il nous dit une ligne a été créée. Là, ce qu'on va venir faire, on va vérifier. Donc, on va faire un select étoile from J1 pour vérifier l'insertion. Notre PDG est bien là. Tout à l'heure, nous avions 19 lignes. Là, nous en avons 20. Et on va vérifier si elles ont été bien insérées au niveau de Jobs 3 aussi. Oui, elles ont été insérées au niveau de Jobs 3 aussi. Dans ma phrase, il y a une erreur. Le aussi est faux. Parce que l'insertion, elle a été faite où réellement? Eh bien, l'insertion, l'utilisateur croit avoir inséré des valeurs ici, c'est juste des croyances. Donc, quand il fait un insert, lui, il croit que l'insertion va être faite au niveau de J1, mais comme on l'a vu, J1, c'est une vue. Une vue ne stocke rien. Et cette vue, elle pointe sur la table Jobs 3. Donc, l'insertion réelle a été faite au niveau où? Ben, au niveau de Jobs 3. C'est là qu'il y a eu l'insertion du PDG. C'est ici. Au niveau de la vue, il n'y a rien. La vue, c'est comme une vitrine. Elle ne stocke rien. D'accord?
tout est stocké au niveau de la boutique, pas de la vitrine. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Donc ici, même quand on fait un insert into J1, toutes les données sont intégrées au niveau de jobs 2. Attention à ça, on va le prouver encore une fois. Là, on a inséré un sous-PDG, donc au niveau directement de jobs 2. Quand on fait un select étoile from, oups, jobs 2 est dit non, au niveau de jobs 3. Attendez, on ne verra pas. Quand on fait donc au niveau de jobs 3, elle a été insérée. Nous, on travaille avec jobs 3, pas jobs 2. Alors, quand on fait un select étoile from jobs 3, nous allons voir qu'il y a eu l'incrémentation des lignes. Donc, c'est 21 lignes. On voit le sous-PDG qui est là. Et si on fait un select étoile from J1, est-ce qu'on va voir tout ce beau monde? Bien sûr que oui, on va voir le sous-PDG. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, quand on fait un select, ce select-là va ramener toutes les lignes. On va rectifier notre select, hein, parce que là, il ramène toutes les lignes, même la ligne qui vient d'être insérée. D'accord? Donc voilà, c'est un select étoile from J1, donc from jobs 3, donc il y a eu l'affichage de toutes les lignes de jobs 3. Ça, c'est ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons créé une vue très simple, d'accord, qui ne contient aucune contrainte, ni lecture seule, ni lecture, écriture avec contrainte. Donc ça, c'est une vue qui permet de tout faire, hein. Alors, étant donné que nous en avons fini avec la vue J1, on va la supprimer, elle et les tables jobs 2 et jobs 3. Tiens, on va les supprimer toutes les deux. Voilà, donc ce sont des tables qui ont été supprimées. Okay. Là, on va voir une vue un peu plus élaborée. C'est une vue dont la requête contient une clause where. Parce que tout à l'heure, on a fait juste un select étoile. Ça, c'est une vue dont la requête contient une clause where. Et ça, c'est très important. Ben. Pour les besoins de l'exercice, on va cloner la table employees, mais regardez ici, le clone qu'on va créer est un clone qui contient juste 3 colonnes de la table employees. Donc, on va juste cloner 3 colonnes de la table employees. Donc, on va créer une table qui s'appelle employees 2. Cette table-là, elle a 3 colonnes, la colonne employee ID, la colonne salary et la colonne department ID. Exécutons cette requête. Donc, create table employees 2 à select employee ID, salary, department ID from employees. On va faire un desk employees 2. Voilà, employees 2, elle a juste 3 colonnes, pas comme employees, parce qu'on a dans la requête, on n'a pas fait un create table à select étoile, on a fait un create table à select certaines colonnes. Donc ça, c'est le clone de la table employees qui a été créé, et la table employees 2. Et là, on va créer une vue. Regardez, il y a une petite différence, il y a 2 différences notables entre la vue M20 et la vue J1. Alors, la première différence notable, c'est au niveau de la requête. La requête de la vue contient une clause where. Ça, c'est une première différence. La deuxième différence, c'est quoi? Eh bien, la deuxième différence, c'est que ici, au niveau de la création de la vue, après le nom de la vue, on a renommé les colonnes. On a renommé les colonnes de la table Employees 2. Parce que normalement, les colonnes de la table Employees 2 sont Employee ID, Salary, Department ID. Ici, on les a renommées à ID, salaire, DEP. Bien sûr, attention, c'est un renommage juste au niveau de l'affichage. Attention. Donc là, on va créer notre vue. Notre vue, elle a été créée. Si on fait un desk M20, desk au nom de la vue, on va trouver ID, salaire, DEP. Vous voyez que la vue est manipulée comme une table. On peut appliquer un desk dessus.
sachant que M20, c'est une vue à la base. Et que regardez ici, quand on fait un desk employees to, on voit que les colonnes ont gardé, on va refaire ça, les colonnes garderont leur nom original. Voilà, originel, regardez. D'accord? C'est juste au niveau de M20, au niveau de l'affichage, que ça va être différent. Ben. Ici, on va faire bien sûr un select étoile from M20. M20 retourne juste deux lignes parce qu'il y a juste 2 employés qui appartiennent au département 20. On va faire un select étoile from employees to. Nous avons nos 107 lignes. D'accord? Mais M20 affiche juste 2 lignes parce que M20, c'est une select étoile from employees to, where department ID égale à 20. Ben. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va faire un, si je reviens à mon petit dessin, ici, ce qui s'est passé, c'est que nous avons la vue M20. M20 est une vue qui donc extrait des données à partir de la table employees to. Alors, au niveau de la table employees to, ça c'est une vue, hein. Au niveau de la table employees to, nous avons des employés qui appartiennent par exemple au département 90, d'autres qui appartiennent au département 50, il y en a d'autres, bien sûr beaucoup d'autres, d'autres qui appartiennent au département 20. Et ça, c'est les. On va terminer juste avec ça. Donc là, ce sont les différents employés. Alors ici, quand nous avons notre petit, dommage qu'on ne peut pas le calquer, il est tellement joli. Alors ici, lorsque nous avons notre user qui va faire un select from M20, ce select là, en fait, c'est un select qui est restreint. C'est pas comme tout à l'heure. C'est un select qui va juste extraire les employés qui appartiennent au département 20. C'est tout. Parce que au niveau de la requête de la vue, c'est une vue qui est juste restreinte au niveau de l'affichage aux employés du département 20, parce qu'elle a une clause where. D'accord? Donc ici, quand on fait un select, il ne va pas afficher, à partir de M20, on ne peut pas afficher toutes les données de la table employees 2, parce que la requête de la vue contient une clause where. Donc ici, il y a le respect de la je ne vois plus rien moi, excusez-moi. Ici, c'est le respect de la condition c'est pour ça qu'on ne peut pas tout afficher. D'accord? Ben, là, on va continuer la manipulation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un insert into M20 values de département 40. On va voir si ça marche. Ça marche. Nous avons pu ajouter l'employé 40, non, l'employé 222 au département 40. Là, on va faire notre deuxième insertion et après, on va comprendre ce qui s'est passé. Là, on a inséré aussi un autre employé au niveau du département 20. Ben, alors pour vérifier tout ça, bien sûr, on ne peut vérifier qu'avec les selects. Ici, on va faire un select étoile from M20. Quand on fait un select étoile from M20, on voit que
il y a, puisque l'employé 333 a été bien ajouté, il a été affiché. Sauf que si vous remarquez, l'employé 222, lui, n'a pas été affiché. Est-ce que c'est normal? Bien sûr que c'est normal, parce que l'employé 222, il appartient au département 40. Alors que, souvenez-vous, la requête de la vue M20, elle est restreinte à l'affichage juste au département 20. Donc l'employé qui vient d'être rajouté et qui appartient lui au département 40 ne sera pas visible au niveau, à partir du moins de M20. Mais il sera visible au niveau de Employees 2, parce qu'il a été réellement, lui, ajouté au niveau de Employees 2. Alors, si on revient à notre petit schéma, ici, il y a eu l'insertion. Ici, on a fait un insert. On a fait 2 inserts, réellement, pas un seul. On a fait 2 inserts. Alors, pour l'insertion, donc on a pu insérer les employés, comment ils s'appellent déjà? Le 200, ici, il y a le 200 et ici, il y a le 333. Étant donné que le 300, donc l'insertion a été possible parce qu'il n'y a pas de condition qui dit qu'on ne peut pas insérer des employés qui n'appartiennent pas au département 20. Pour ça, il faut rajouter en fait une autre option. Oui, il ne suffit pas de faire un where. Et quand on a refait un select, on va changer, on va utiliser le jeune. Ici, il y a eu la sélection, bien sûr, des employés du département 20. C'est eux qui ont été affichés. Parce que à chaque fois, parce que comme je vous ai dit que la vue, elle ne stocke rien, quand on fait un select étoile from M20, pourquoi elle nous donne des valeurs à jour, en fait, la vue? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on sollicite la vue, à chaque fois qu'on fait un select étoile from M20, le système de gestion de base de données va réexécuter toute la requête. Donc, il va refaire un select étoile from employees to where department ID égale à 20. Et c'est pour ça que, donc, à chaque fois qu'on fait appel à la vue, il va y avoir la réexécution de cette requête. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est pour les insertions. Donc ça, c'est une vue qui restreint juste l'affichage. Elle ne restreint pas la mise à jour. Là, on va voir une autre vue qui va nous permettre et de restreindre l'affichage et de restreindre la mise à jour. C'est M20 CO pour Check Option. Ici, ce qu'on va faire, on va créer une vue M20 CO qui va avoir absolument presque la même chose. Donc, c'est la même chose que M20, sauf que ici, à la différence, on va rajouter le mot-clé with check option. Et c'est ce mot-clé qui va faire toute la différence. Réellement, c'est le with check option. Regardez, donc on va prendre tout ça. La vue, elle a été créée. On va faire un select étoile from la vue. Donc, normalement, il y a les 3 employés parce que ce sont les 3 employés du département 20. Et là, on va essayer de faire les insertions comme tout à l'heure. On va insérer un employé du département 40 et un employé du département 20. Ici, regardez, pour le 40, on a une erreur. C'est quoi? Il nous dit violation de la clause where. Pourquoi? Parce que ici, si on regarde encore une fois la requête de la vue, c'est un select étoile from employees to where department ID égale à 20 with check option. C'est ça la différence. Donc la différence entre celle-là et celle de tout à l'heure, c'est que nous avons rajouté le with check option. Et la with check option, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va obliger le respect de la clause where au niveau de l'affichage. Ça, c'est possible même avec l'autre requête, mais aussi au niveau de la mise à jour. Là, on ne peut pas ajouter un employé qui n'appartient pas au département 20.
les seuls employés qui peuvent être manipulés, ajoutés, mis à jour, supprimés, ce sont juste les employés du département 20. C'est tout. With check option, quand on la met, elle oblige le respect de la clause where pour toute manipulation de la vue. Lorsqu'on manipule à partir de la vue, on ne peut manipuler que les données qui respectent la condition Department ID égale à 20. D'accord? Donc ça, c'est réellement le, le plus de rajouter la with check option. Donc c'est en lecture-écriture avec condition. Ici, il y avait, ici, c'est lecture-écriture sans condition. Ici, c'est lecture avec condition, écriture sans condition. Ici, c'est lecture-écriture avec condition, with check option. D'ailleurs, ici, pour en avoir le cœur net, on va essayer de rajouter un employé du département 20. C'est possible, parce que c'est un employé du département 20. Quand on fait un select étoile from M20 CO, bien sûr, l'employé est là, on le voit. Et rappelez-vous, l'employé 555 a été rajouté non pas au niveau de M20 CO, mais c'est au niveau de employees 2. N'oubliez pas ce point qui est très important. C'est au niveau de employees 2 qu'il y a eu l'ajout de l'employé. D'accord? Attention, la vue, c'est juste une vitrine, un intermédiaire entre l'utilisateur et les données réelles qui sont stockées dans la table. Attention. Donc là, c'est le troisième type de vue qu'on a vu. Et là, c'est donc la dernière. Là, on va voir réellement la dernière vue. C'est une vue, regardez bien, with read only. Donc, c'est une vue qui est verrouillée. D'accord? With read only, c'est une vue verrouillée. Qu'est-ce que ça veut dire? Son nom l'indique, on ne peut que faire des requêtes select à partir de cette vue. Alors, create or replace amp 20 read only. C'est une vue qui a été créée. Et là, on va essayer de faire quelques manipulations. Bien sûr, la première manipulation la plus simple, c'est de faire de 1, pardon, index M20 0 et un select étoile from M20 Hero. Donc, elle sélectionne les employés du département 20. Il y en a 4 ici. Et là, on va essayer, on va tenter, bien qu'on sache au départ que ça ne va pas marcher. On va essayer d'insérer une ligne au niveau de cette vue et il va vous dire que les colonnes virtuelles ne sont pas autorisées ici. C'est simplement pour vous dire que c'est une vue en read only, vous n'avez pas le droit d'insérer des données à partir de cette vue. D'accord? Voilà, donc une fois que ça s'est achevé, on peut supprimer la table, supprimer les 3 vues que nous avons créées. Voilà. Donc ça, c'est la partie LDD qui touche à sa fin. Donc on a vu les tables, les vues, les séquences, les index et les synonymes. Donc ici, parmi les objets les plus importants, bien sûr, il y a l'objet table qui est l'objet le plus important. Quand on manipule une base de données, bien sûr, ce sont les tables. Après, il y a les vues aussi qui sont très intéressantes, surtout à des fins de sécurisation d'accès et de manipulation des données. Les séquences ne sont pas vraiment utiles. C'est vraiment quelque chose d'inutile. Nous avons les index qui permettent d'accélérer donc les temps de réponse des requêtes.
et l'index, il faut faire attention. C'est pas intelligent d'indexer toutes les colonnes, parce qu'il y a la mise à jour de l'index qui va se faire. Il y a beaucoup de travail sur les index, du côté serveur de base de données, donc on va juste rendre notre serveur plus lourd. Et bien sûr, il y a les synonymes qui sont très gentils, qui nous permettent, donc d'appeler, les tables, qui ont un nom compliqué et long, simplement. Voilà. Donc là, on arrive à la fin du cours, LDD, partie 2. Je ne sais pas si vous avez des questions? Madame, Oui. madame, عندي erreur, la valeur insérée trop grande pour la colonne. شنو ما فهمتش ليش. Beh, ça, c'est pas par rapport à ça. Mais est-ce que vous avez je reviens vers toi, Aziz. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport, aux objets qu'on vient de voir? Bon, ça, c'est pas un bon signe, mais c'est ce qui veut dire que beh, en tout cas, je vais arrêter le